Bien, merci d'être resté pour cette table ronde ou table triangulaire, si je puis dire, puisqu'il y a eu un petit désistement de dernière minute. Thibaut Fleuret devait être présent, puis finalement, il a pas pu venir. Je vous présente donc les trois intervenants de ce soir. Donc d'abord Erwan Floclet, ancien rédacteur en chef de l'émission de radio En attendant Godard, mais toujours membre émérite, qui est toujours le bienvenu dans cette émission, évidemment. Actuellement programmateur au cinéma de Calac. Nicolas Thévenin, à côté de lui, rédacteur en chef et créateur, il me semble, de la revue Réplique, consacrée à des entretiens avec des réalisateurs, professionnels du cinéma. Et également à côté, Erwan Cadoret, qui fait également partie de la rédaction d'En attendant Godard. Donc je vais vous laisser la parole pour discuter évidemment autour de Wong Kar-wai et du film que l'on vient de voir et de sa filmographie par ailleurs. Merci Jean-Baptiste. Bonsoir. Bienvenue à cette table ronde. Des remerciements pour commencer. Remercier les bénévoles et aussi les étudiants, puisque les étudiants de l'atelier de programmation du Cinéma Tambour et aussi les bénévoles du Festival Travelling, sans qui ce genre d'événement ne se ferait pas. Remercier donc Jean-Baptiste, remercier Simon Denielou aussi, et qui vous a annoncé tout à l'heure, au début, pour Taipei Story d'Edouard Yang. Remercier également pour le Festival Travelling Anne Le Hénaff et Fabrice Bassemont. Et puis c'est vrai qu'on intervient, c'est Jean-Baptiste qui nous a contactés il y a 2 mois et demi, donc pour organiser cette table ronde. Et c'est vrai qu'il y a l'idée qu'il y a En attendant Godard, il y a Réplique, dont je fais partie aussi. Donc là, je parle sous l'autorité de mon chef, donc il ne faudra pas que je dise trop de bêtises. Il est à côté de moi, donc c'est un peu gênant. Et donc voilà, on est sur Wong Kar-wai, donc ces formes de la mélancolie, pour reprendre un texte que tu avais écrit pour présenter une conférence il y a de ça 1 an au Cinématographe à Nantes. Et donc le Festival Travelling cette année autour de l'idée de ville-monde, puisque nous avons écrit le texte avec Nicolas Thévenin ici présent et Mathieu Champalone qui est aussi dans la salle, puisque nous accompagnons beaucoup de films, de cinéastes aussi sur cette édition du festival, donc un partenariat encore accru entre la revue et donc le Festival Travelling. Pour cette idée de ville-monde, Wong Kar-wai, là vous l'avez vu, vous avez vu le film d'Edouard Yang juste avant, Taipei Story. On pourrait voir aussi The Terrorizers d'Edouard Yang, qui est aussi un autre film qui pourrait rentrer dans cette catégorie de ville-monde, qui est toujours un peu arbitraire. On peut faire rentrer plein de films, comme c'est le cas ici cette année. Et donc The Terrorizers, mais surtout Yi peut-être, que vous pouvez voir pendant le festival. Donc Wong Kar-wai, vous venez de voir Chungking Express. Il y a 3 films de Wong Kar-wai qui sont dans la programmation cette année. Nos années sauvages et puis Les Anges déchus, donc avec Chungking Express. 3 films qui ont une particularité très importante, et je pense qu'on va pouvoir commencer la discussion. Donc, dans un premier temps, on va discuter un peu entre copains, et ensuite, on va ouvrir les discussions pour qu'on soit tous copains. Et donc, sur Wong Kar-wai, en fait, la particularité de ces 3 films-là, et vous l'avez sans doute remarqué ici, c'est une esthétique, évidemment, qui a marqué les années 90, et un rapport surtout avec Christopher Doyle, le chef opérateur, qui est d'origine australienne, il me semble. Et donc Christopher Doyle, la rencontre entre Wong Kar-wai et lui a vraiment, je pense, scellé une esthétique extrêmement matricielle pour le cinéma contemporain. Et on terminera, je pense, peut-être aussi ensemble par en parler justement de l'incidence, comment le cinéma de Wong Kar-wai infuse encore aujourd'hui le cinéma contemporain. Et peut-être pour commencer, Nicolas et Erwan, Nicolas peut-être d'abord dans le chemin, peut-être commencer sur votre propre rapport en fait, au cinéma de Wong Kar-wai, comment vous l'avez découvert, parce qu'on se disait justement avec des spectateurs, en tout cas avec des étudiants tout à l'heure pendant le film, que est-ce que Chungking Express est un film daté? Est-ce que c'est un film qui produit la même chose que quand nous, on a pu le voir à des âges différents? Voilà, Nicolas. Oui, bonsoir tout le monde. Alors je crois qu'il faut qu'on soit un peu synthétique parce que malheureusement le temps que nous avons devant nous est un petit peu limité. S'il fallait parler de Wong Kar-wai comme ça en détail, on pourrait y passer toute la nuit. Ce qu'on pourra faire au café après, néanmoins. Cette séance, elle regroupe des personnes de générations différentes. Et moi, je sais que ma génération, c'est-à-dire les gens nés à la fin des années 70, début des années 80, ont été, en tout cas pour les cinéphiles parmi eux,
pour la plupart considérablement marqués par la découverte des films de Wong Kar-wai. Donc moi j'en ai à titre personnel un souvenir extrêmement précis. C'était justement par l'intermédiaire de Chungking Express que j'avais vu à la télévision sur Canal+, pour ne pas leur faire de publicité, dans une case qui s'intitulait Mon Ciné Club et qui était programmée par Nicolas Boukrieff, critique et réalisateur. En fait, cette découverte de Chungking Express a agi vraiment comme un déclic, une découverte, une fascination immédiate et une vraie déflagration dans la cinéphilie naissante qui était la mienne à l'époque. Je m'en souviens extrêmement précisément. C'est-à-dire que soudainement, alors que mon regard avait commencé à s'orienter vers l'Asie, principalement par l'intermédiaire du Japon. Rappelons qu'à cette période, c'est-à-dire disons la deuxième moitié des années 90, en France, on découvrait, alors que certains d'entre eux existaient depuis un petit moment, les films de Takeshi Kitano, de Takashi Miike, de Hayao Miyazaki, et il y avait comme ça un pays entier de cinéma qui attirait, qui aimantait notre regard. Et puis il y a eu presque simultanément Hong Kong, et Hong Kong s'est passé par 3 réalisateurs, Tsui Hark, peut-être prioritairement, John Woo. Quand on parle de Tsui Hark, obligatoirement, on parle de John Woo et réciproquement, et Wong Kar-wai qui semblait être un petit peu à côté. C'est-à-dire que je découvrais Chungking Express, un film comme je n'en avais jamais vu, alors que pourtant c'est un film qui raconte 2 histoires vieilles comme le monde. Un homme rencontre une femme, boy meets girl. Et ce qui surtout me fascinait, c'était effectivement cette liberté formelle, esthétique. Cette esthétique qui semblait mélanger le clip, la publicité, des formes un peu inédites et en même temps pas si inédites que ça. Et puis surtout, j'avais l'impression de découvrir un territoire, une topographie, celle de Hong Kong, qui m'apparaissait dans toute sa splendeur, même si en vérité, quand on réfléchit un peu au film, on se rend compte que ça se passe dans 3-4 décors différents seulement, quoi. Un snack, un appartement, un café, etc. Mais tout ça surgissait devant mes yeux. Et l'amour que j'ai pour Wong Kar-wai jusqu'à son dernier film, qui à mon sens est l'un de ses meilleurs, The Grandmaster, n'a pas diminué depuis, quoi. Et je revois Chungking Express toujours avec le même plaisir. Juste avant que te donner la parole, Erwan, juste dire aussi, lancer quelque chose d'important sur Wong Kar-wai, c'est que donc il est né à Shanghai, il n'est pas de Hong Kong. Donc il y a toujours cette déchirure aussi. C'est un peu facile de dire ça, mais par rapport à son cinéma, c'est quelqu'un qui donc parle mandarin, mais est arrivé dans un endroit où on parle cantonais. Donc il y a toujours ce rapport à la difficulté à être dans un endroit, et d'où aussi ce travail sur l'impossible, sur les rapports. Il y a vraiment toute cette histoire-là aussi qui est en jeu avec Wong Kar-wai, et peut-être dire aussi combien... dans les années 90, il y a effectivement Wong Kar-wai, il y a aussi quelque chose qui vient d'un petit peu plus loin, des années 80, qui est combien la nouvelle vague taïwanaise en fait, a été centrale sur la carte du cinéma asiatique. Ce qu'elle a provoqué, je pense à des cinéastes comme Wu Xiaoxian ou Edward Yang, dont on parlait tout à l'heure, et dont vous avez sans doute vu Taipei Story. Voilà, Aaron. Alors, moi, je vais être beaucoup plus à la fois concis et flou que Nicolas, parce que moi, j'ai un problème avec Wong Kar-wai, c'est que généralement, je suis incapable de raconter les histoires des films de Wong Kar-wai, et je suis incapable de me souvenir de quand je les ai vus. C'est un joyeux désordre. Je sais que je les ai pas vus. Je sais que Chungking Express, je l'ai pas vu à sa sortie, puisque j'étais trop jeune. Les Anges Déchus non plus. Je pense que le premier que j'ai dû voir, et honte à moi, ça doit être In the Mood for Love, je pense. Et les autres, j'ai dû les voir en fait rétrospectivement. Donc j'ai découvert Wong Kar-wai complètement dans le désordre. Mais par contre, effectivement, et à l'occasion de cette table ronde, justement, j'ai revu une partie, notamment la première partie de sa carrière, mais cette fois-ci dans le bon ordre. Et alors ça m'a fait un effet très très curieux, parce qu'en fait, des choses que j'avais absolument pas vues dans les films, parce que je les avais pas vues, je les avais vues à un an de distance, ou je les avais pas vues dans les mêmes endroits, ni dans les mêmes conditions. Et l'homogénéité en fait de son travail ne m'est en fait finalement apparue de manière vraiment évidente que finalement en revoyant les films dans l'ordre chronologique. Donc j'aurais tendance à conseiller, quel que soit le moment où on a commencé à voir Wong Kar-wai, j'aurais tendance à conseiller de les regarder dans l'ordre, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup, et que ça
évite justement ce côté un peu flou. Voilà, et j'ai un peu honte par rapport à Nicolas qui est très proustien sur ce terrain-là. Moi, je dois avouer que c'est beaucoup plus vague, mais je sais que je les ai vus sur une poignée d'années en fait, hein, mais beaucoup plus vieux aussi. Je les ai pas vus adolescents. C'est des films que j'ai vus passer entre 20 et 30 ans en fait. J'ai dû voir quasiment tous ces films-là entre 20 et 30 ans. Donc à un moment où peut-être l'espèce choc était peut-être un petit peu moins fort, d'autant plus que moi j'avais découvert Tsuyark et John Woo un poil plus tôt. Donc c'est vrai que c'est peut-être je suis plutôt rentré dans le cinéma hongkongais d'abord par Tsuyark, ensuite par John Woo et au final par Wong Kar-wai, où j'ai retrouvé d'ailleurs pas mal de choses, de choses qui étaient déjà un peu présentes chez John Woo, notamment dans les Anges déchus. Quoi. Tu parlais de Proust. Justement, en travaillant sur la table ronde, j'ai revu un bonus sur l'édition DVD de 2046. Et il y a un bonus où on entend parler Michel Simon, Pascal Mérigeau et puis je ne sais plus qui, Jean-Michel Frodon. Et donc, Michel Simon utilise une citation qui est très très belle, justement de Baudelaire par rapport à Wong Kar-wai, qui est « La forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel ». Et c'est vrai qu'il y a la question du spleen, même de rapport aussi entre donc, Maggie Cheung et Wong Kar-wai, par exemple sur l'idée qu'on pourrait aussi associer ça au duo Sternberg-Dietrich, ce genre d'idée. Et c'est vrai que la mélancolie, c'est le titre aussi de cette table ronde, elle est là, quoi. Et je peux peut-être dire aussi tout de suite par rapport à Chungking Express, vos sentiments sur justement ces liens-là. Alors, si je peux me permettre de lancer le truc sur cette question de la mélancolie, moi, il y a quelque chose chez Wong Kar-wai qui me stupéfait toujours un petit peu, et qui s'exprime d'ailleurs dans des plans assez précis, hein, notamment dans Chungking Express, c'est qu'il y a un conflit chez Wong Kar-wai en termes de vitesse. Pas tellement au niveau de la mise en scène aussi, mais surtout, il y a un conflit, à mon avis, entre la vitesse de la ville de Hong Kong, qui est une sorte de ville qui dort jamais en fait, hein, où c'est très très difficile de trouver des endroits vides, qui est toujours en activité, qui est toujours en mouvement, où il se passe toujours des choses. Et puis justement ces personnages à l'intérieur de la ville de Hong Kong, qui sont effectivement des personnages qui sont marqués par cette espèce de forme de mélancolie que moi j'associe à une impression de lenteur. Et pour moi, il y a deux plans dans le Chungking Express, hein, qui sont vraiment presque qui relèvent presque de la signature, hein, dans cette histoire de conflit entre les deux. C'est ces deux plans qu'on voit sur Tony Leung. Un, donc, quand il est en train de boire son café, et puis le suivant à la fin du film, quand il est en train de mettre une pièce dans le jukebox, où lui est au ralenti. Et tout le monde derrière lui est en accéléré. Et pour moi, c'est vraiment des plans qui résument, à mon avis, complètement le rapport. Enfin, en tout cas, un des rapports au temps à l'intérieur du cinéma de Wong Kar-wai. Moi, je trouve, en tout cas. Oui, mais la mélancolie, c'est une donnée essentielle de son travail, de ses films. D'abord parce que les histoires d'amour dans les films de Wong Kar-wai existent plutôt par leur possibilité future ou passée que par leur concrétisation. Ça marche pas. L'amour, ça marche pas chez Wong Kar-wai. En même temps, au cinéma, c'est toujours plus intéressant quand ça marche pas que quand ça marche. Peut-être dans la vie en général. Mais c'est en tout cas une donnée comme ça, une caractéristique narrative de ces films. Et la mélancolie, elle se situe aussi dans le fait qu'un certain nombre de ces réalisations, alors se situent pour certaines dans le futur, 2046, et en même temps c'est un aller-retour dans différentes périodes, 2046 c'est très nébuleux, mais aussi et presque surtout dans le passé. Et il y a au moins 2 films qui se déroulent dans les années 60, c'est Nos années sauvages et In the Mood for Love. Or les années 60 correspondent à une période que Wong Kar-wai a vécue quand il était enfant. Il est né en 1958 donc, et à Shanghai, et il a déménagé avec sa famille à Hong Kong en 1963. Donc ça veut dire que la représentation du Hong Kong des années 60 est une sorte de projection mentale fantasmatique, plus qu'un travail de reconstitution véritable. Et Nos années sauvages, d'ailleurs, n'est pas un film de reconstitution. On ne peut pas véritablement appeler ça un film historique. On sait que ça se déroule dans les années 60 parce qu'on nous le dit, en fait. In the Mood for Love, en fait, il y a un travail de direction artistique qui est faramineux. Le film est célèbre pour ça. Mais si on ne nous disait pas que ça se déroule dans les années 60, on ne le saurait pas forcément. La mélancolie, chez Wong Kar-wai, elle se traduit aussi beaucoup, peut-être de manière encore plus essentielle, par l'utilisation de la musique traditionnelle, mais aussi de la musique d'Amérique latine, des standards notamment, etc. Donc il y a une projection dans le passé comme ça, quelque chose qui est de l'ordre de la mélancolie, effectivement, plus que de la nostalgie. C'est-à-dire ce passé, on continue à le vivre de manière agréable, mais tout de même en versant quelques petites larmes.
Sachant que moi, j'ai eu l'impression, alors en voyant peut-être d'autres films, que cette nostalgie du Hong Kong des années 60, elle est très forte chez Wong Kar-wai. J'ai pas l'impression que ça soit uniquement Wong Kar-wai. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu ce sentiment en regardant des films de Hong Kong que les années 60 sont vraiment perçues comme une espèce, alors je dirais pas d'âge d'or, mais une espèce de période un peu d'opulence économique, de sécurité par rapport à une Chine qui est en train de plonger complètement dans la révolution culturelle et où il y a plein de gens qui viennent de Chine pour fuir, qui s'installent à Hong Kong dans les années 60 justement pour fuir ce communisme de guerre qui est à l'œuvre et qui va faire des millions de morts en Chine. Et du coup, Hong Kong, même si ça peut paraître très paradoxal puisque c'est un pays ultra-capitaliste, enfin, c'est une entité ultra-capitaliste dans une zone assez majoritairement communiste, il y a cette espèce de sentiment justement d'un monde où on peut avoir des voitures américaines, d'un monde où on peut entendre la musique qui vient d'Occident, d'un monde où les femmes peuvent porter des robes fourreaux et abandonner un peu la pudeur, on va dire, traditionnelle chinoise et avoir une certaine forme d'érotisme. Et ça, pour moi, c'est très très important chez Wong Kar-wai. C'est le regard qu'il porte sur les femmes, c'est un regard d'adolescence sur les femmes des années 60. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et ce goût pour les robes à fleurs, notamment, moi, je trouve que c'est assez... c'est complètement fétichiste, et à mon avis, c'est complètement fétichiste par rapport à son passé, quoi. Mais les cigarettes, hein, les Craven A dans Nos années sauvages, voilà, enfin, il y a tout un fétichisme des corps et des objets, en fait, qui est effectivement un fétichisme qui a beaucoup à voir avec le passé. Même quand c'est dans une situation présente, en fait. Hein. Et la classe des acteurs, notamment, à ce côté, les acteurs masculins, quand ils fument la cigarette chez Wong Kar-wai, ils ressemblent toujours à des stars hollywoodiennes. Et véritablement, quoi. Il y a toujours du Marlon Brando, du Steve McQueen, des choses comme ça qui passent, même si effectivement c'est sur des visages asiatiques, mais on sent qu'il y a tout ça. Et puis les acteurs chinois, bien évidemment, de la même époque, bien sûr. Peut-être dire aussi que, et c'est fou parce que finalement maintenant ça commence vraiment à dater, mais qu'à un moment ça a été aussi quelque chose qui a travaillé le cinéma hongkongais, c'est qu'il y avait une date butoir qui était 1997 et la rétrocession. Hein. Donc Hong Kong et maintenant c'est en Chine. Ce qu'on pourrait appeler un traumatisme anticipé. Voilà. Parce qu'en fait le traumatisme n'aura pas lieu en 1997, hein, donc la rétrocession, c'était quelque chose qui était déjà annoncé depuis 100 ans, hein, puisque Hong Kong devait retourner à la Chine. Et alors ça foutait les jetons aux Hongkongais, mais alors vraiment, mais ils s'attendaient à ce que ça soit à ce que la dictature vienne complètement détruire les petits espaces de liberté, sachant que le système britannique à Hong Kong n'était pas forcément non plus un système d'une ouverture dingue, mais encore même plus que le système communiste chinois. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce traumatisme anticipé de 1997 qui fait que la question de l'exil, par exemple, dans les années 80-90, c'est très 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 courant. Et en fait, chez Wong Kar-wai, ça se traduit, alors c'est pas forcément le thème central des films, mais ça se traduit toujours par des personnages qui ont envie d'aller ailleurs. Qui ont toujours envie de partir, qui ne savent pas s'ils doivent partir, revenir, partir un an, revenir. L'histoire de l'hôtesse de l'air dans le Chungking Express, pour moi, c'est vraiment là aussi une incarnation de ça, quoi. Soit ils ont envie d'aller ailleurs, c'est évoqué dans le récit sans que ce soit forcément montré, c'est simplement de l'ordre de la suggestion. Mais ça existe aussi dans la narration de certains films. Dans Nos années sauvages, il y a une échappée vers les Philippines. Les Philippines. Happy Together est un film qui est tourné en Argentine, à Buenos Aires, l'histoire de deux amants qui se déchirent, se retrouvent, etc., comme ça, à l'autre bout du monde. Donc il y a effectivement on va éviter de parler de My Blueberry Nights, qui est la tentative américaine de Wong Kar-wai, en fait, qui est en fait un remake, je trouve, américain, qui emprunte aussi la forme du road movie, mais qui est un film assez raté, en fait, et c'est là où on voit que la manière de Wong Kar-wai vit assez mal, à mon sens, l'exportation sur le territoire américain. En Argentine, ça marche très bien, mais sur le territoire américain, en essayant d'épouser partiellement les codes de certains genres américains, je trouve que ça prend pas du tout. Peut-être aussi dire combien il y a un rapport aussi chez lui très fort à un attachement à certains acteurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme, on a parlé de mélancolie, mais il y a quelque chose d'obsessionnel chez Wong Kar-wai dans son cinéma, des choses qui reviennent, des cycles, etc. Même des choses parfois étonnantes, on en parlait juste avant la table ronde, la fin de Nos années sauvages, qui annonce littéralement, c'est l'arrivée dans le cinéma de Wong Kar-wai ici de Tony Leung. Alors sans trop révéler la fin de Nos années sauvages, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir au festival, le dernier plan du film, qui est un plan séquence, est un plan qui est complètement surprenant, parce que c'est un plan qui n'a strictement aucun lien avec l'histoire qu'on a vue auparavant. Mais ça nous montre
avec un acteur qu'on n'a pas vu du tout dans le film. Voilà. Mais pendant ces 2-3 dernières minutes du film, en fait, une fois qu'on sait qu'il y a In the Mood for Love, ensuite, tout s'éclaire. Et moi, je me dis que les gens qui ont dû voir le film à l'époque ont dû vraiment se dire mais qu'est-ce que c'est que ce dernier plan qui a l'air d'être complètement détaché du film d'origine et qui, en fait, est totalement relié justement à ce film-là et justement à ce fantôme des années 60 qu'il retravaillera dans In the Mood for Love, voilà, 10 ans ou 15 ans plus tard, quoi. Et ça, je crois que c'est... Voilà. Et ça, c'est justement, ça, c'est un truc qui est très étonnant. Et les revoir dans l'ordre chronologique, c'est ça aussi qui, je trouve que ça fait la force de ce type de visionnage, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est une œuvre cohérente. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'en fait, on a un sentiment justement, voilà, de quelque chose d'un peu diffus, d'un peu difficile à saisir en fait dans la narration, dans les récits, et en même temps sur le plan thématique, sur le plan formel, sur le plan des acteurs, c'est super cohérent en fait. Et c'est un cinéaste, je trouve, dont la cohérence en fait est dissimulée derrière une apparente évanescence en fait, voilà. Et derrière cette évanescence, il y a quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus conscient en fait, malgré que Chungking Express, par exemple, soit un film qui a eu la réputation d'avoir été fait à l'arrache, hein, voilà, par rapport au tournage catastrophique des Cendres du Temps, son premier film d'arts martiaux, qui était un gros budget, donc il a eu beaucoup de mal à se dépatouiller. Et cette fameuse improvisation de Wong Kar-wai, finalement, c'est pas tant que ça de l'improvisation. Voilà. Peut-être, Nicolas, sur In the Mood for Love, mais juste avant, je voulais revenir aussi sur Chungking Express et sa forme. Donc, tu as parlé de ralenti et d'accéléré. Il faut aussi noter, vous l'avez vu, je pense, sur le travail sur peut-être la question du flux aussi urbain et comment aussi Wong Kar-wai on travaille les amorces et travaille aussi donc le cut dans le filage, les raccords mouvements. Comment voilà, tous ces outils formels qu'il utilise, côté presque maniériste comme ça, est aussi au service de son système, quoi. On a parlé tout à l'heure de l'importance de Christopher Doyle, le chef opérateur australien qui s'est retrouvé au bon endroit au bon moment, parce que tu l'évoquais également, il a accompagné peut-être ce qu'on pourrait appeler une certaine nouvelle vague de Hong Kong, mais aussi à Taïwan avec Edward Yang. C'est plus largement un très grand chef opérateur parce que il a travaillé aussi avec Gus Van Sant sur 2 films, Psycho et Paranoid Park. Donc c'est un très grand chef opérateur, mais effectivement il a accompagné en fait ces deux mouvements à Taïwan et à Hong Kong et dans des registres très différents. Enfin, je veux dire, le cinéma d'Edward Yang est très différent du cinéma de Wong Kar-wai, et c'est effectivement l'une des pierres importantes de l'esthétique de Wong Kar-wai. Mais il y a un autre collaborateur qui est peut-être un homme un peu moins notoire, mais qui a beaucoup travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui s'appelle William Chang, donc vous avez peut-être vu le nom au générique, qui est le monteur de Wong Kar-wai. Et le monteur de Wong Kar-wai, en fait, c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup à cette impression de continuité, discontinuité simultanée, de vitesse et de lenteur simultanée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, William Chang, sur les films de Wong Kar-wai, il en est le monteur, mais il en est aussi le décorateur et le costumier. Donc il se retrouve à des fonctions qui normalement sont totalement dissociées. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui monte des images sur lesquelles figurent des acteurs vêtus des costumes qu'il a choisis. Donc c'est quelqu'un d'absolument essentiel. Et pour revenir à Christopher Doyle, il y a eu un clash, comme on dit, entre Chris Doyle et Wong Kar-wai. C'est sur In the Mood for Love, puisqu'on sait que le film, une partie a été faite par un autre chef opérateur, Mark Lipping-Bing. Et pour autant, en fait, il ne semble pas y avoir de césure dans In the Mood for Love. En fait, c'est vraiment un film qui est d'une continuité, d'une fluidité formelle totale. Mais je crois que cette idée de flux, en fait, elle est vraiment due, effectivement, à cette espèce de mouvement incessant, à ce cœur qui bat. Hong Kong est un cœur qui bat dans les films de Wong Kar-wai, mais c'est beaucoup dû, effectivement, à la présence de ces 2 collaborateurs. Comment, en fait, est-ce que celui qui est à l'image, celui qui est au montage, donne finalement le tempo de la narration. Alors moi justement sur ce rapport au temps, il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est le nombre de plans sur des horloges chez Wong Kar-wai. Beaucoup de plans sur des horloges, il y a beaucoup de rapports avec les dates. Les personnages disent dans 57 jours je tomberai amoureux de cette femme, dans 7 jours elle en aimera un autre.
Dans Les Anges déchus, c'est le numéro des chansons sur les jukebox. Voilà. Il y a une espèce de caractère, de rapport au temps, et moi que je trouve justement qui rejoint complètement cette idée justement de sentiment d'évanescence, c'est-à-dire que par exemple dans Chungking Express, moi j'aime beaucoup il y a des scènes successives où Tony Leung vient boire du café, acheter des sandwichs, etc. Et donc sur l'espace de 5-6 minutes de film, on a l'impression que c'est le jour suivant, alors qu'il y a probablement des mois en fait qui se déroulent entre la première fois où il vient acheter son sandwich, où il change de sandwich, où il finit par prendre un café parce qu'il s'est fait larguer, etc. Et en fait, au bout d'un moment, et ça je crois qu'il faut, quand on est spectateur de Wong Kar-wai, il faut très très vite abandonner l'idée de la cohérence du temps. C'est-à-dire que un type qui met une pièce dans un jukebox, ça va durer 2 minutes. Une rupture sur plusieurs mois, ça va durer 3 minutes. Voilà. Et que le rapport au temps sera toujours biaisé parce que c'est pas un rapport au temps qui est comment dire, crédible ou qui est rationnel. C'est un rapport au temps qui est sentimental. Et comme c'est un rapport à ce dont on se souvient et ce qu'on oublie, forcément dans le hors-champ et dans les ellipses, il y a aussi les états d'âme finalement, à mon avis, des personnages qui résonnent aussi à travers ce temps qui n'est pas le temps chronologique, on va dire, qu'on s'imagine en fait. Exactement. Mais j'aurais bien envie, pour rebondir sur ce que tu dis, de reprendre une formule que je trouve assez jolie et qui est de l'écrivain et critique Philippe Azouri dans un livre sur Jim Jarmusch, je crois, oui, qui est « La forme est un sentiment ». Et effectivement, la forme dit les sentiments des personnages. Tu parles de Chungking Express, je trouve qu'à cet égard, In the Mood for Love est le film qui alimente le plus grandement la confusion dans le déroulement du temps. Il y a même des séquences qu'on peut analyser en école de cinéma, c'est des cas d'école, et notamment cette fameuse séquence accompagnée de la musique désormais mythique de Shigeru Mebayashi, Yumeji's Theme. Le personnage de Maggie Cheung descend pour manger des nouilles, on a acheté je ne sais plus, puis elle remonte, et puis ensuite c'est le personnage de Tony Leung qui descend, mais finalement c'est elle qui remonte. Il est impossible de dire sur combien de temps se déroule cette séquence. Et il y a un classement qui avait été fait il y a quelques années par la BBC, qui s'était adressé à 200 critiques dans le monde pour leur demander quels étaient selon eux les meilleurs films depuis le début des années 2000. Alors il y a toujours les meilleurs films de l'histoire du cinéma, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais depuis le début des années 2000, ça n'avait jamais été fait. Des 200 critiques un peu partout dans le monde. Donc ça veut se dire que ça a donné un résultat qui est quand même un classement pertinent, précis. Le film qui arrive en tête, c'est Mulholland Drive, évidemment. In the Mood for Love arrive en deuxième. Et puis après, je les ai un peu dans le désordre, mais il y a There Will Be Blood, Une séparation d'Ashghar Farhadi, Le voyage de Chihiro et Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le mieux étant celui de Gondry, bien sûr. mais tout ça pour dire en fait que quand on y réfléchit un instant, tous ces films, en fait, donne une idée précise de ce qu'est le cinéma des années 2000, ou en tout cas les meilleurs films sous l'influence de Lynch et aussi peut-être de Wong Kar-wai. C'est comment est-ce que ces réalisateurs travaillent à brouiller les repères du spectateur et à induire chez lui une confusion. Est-on dans un déroulement réel de l'action ou sommes-nous plutôt dans l'espace mental des personnages? Sommes-nous dans le réel ou sommes-nous dans le rêve? Et plus précisément, pour revenir à Wong Kar-wai, sommes-nous dans l'histoire d'amour ou sommes-nous dans l'histoire d'amour simulée? Est-ce un simulacre d'histoire d'amour? Mulholland Drive, il est difficile de dire. Eternal Sunshine, on sait que ce sont des personnages qui effacent le souvenir amoureux. Ashghar Farhadi, on sait que c'est aussi un petit jeu comme ça. Et en fait, dans In the Mood for Love, c'est ça, des personnages qui, chacun de leur côté, sont cocufiés par leurs conjoints respectifs et vont jouer à être leur conjoint pour simuler le cocufiage commun. Vous avez tout compris. On ne sait plus où on est. Et c'est ça qui est plaisant, finalement, dans les films de Wong Kar-wai. On va pas tarder quand même à ouvrir la discussion parce que je crois qu'on ne nous reste pas beaucoup de temps. Juste avant ça, tu as commencé à le faire en fait dans le cinéma contemporain. Et c'est peut-être ça d'ailleurs aussi votre ressenti d'ailleurs pour échanger ensemble sur ceux qui découvrent pour la première fois aujourd'hui Chungking Express. Mais le cinéma de Wong Kar-wai infuse toujours. Moi, je pense par exemple à un cinéaste comme Xavier Dolan. Je pense que c'est un cinéaste qui a beaucoup vu les films de Wong Kar-wai et puis qui lui emprunte des choses. Plus récemment, on en parlait, mais bon, c'est vrai que la presse s'en est chargée tout de suite aussi. Le nouveau film de Bigan, le cinéaste chinois qui a fait Kylie Blues, et puis là, je n'arrive jamais un grand voyage vers la nuit, merci. Et voilà, on s'empresse de ramener ça à Wong Kar-wai, mais
je trouve que dans la cinéphilie des 10 dernières années ou 5 dernières années, Wong Kar-wai n'est plus véritablement un moteur ou quelque chose qui... Voilà. Alors pour moi, c'est lié au fait qu'il a peu tourné en fait depuis In the Mood for Love. C'est-à-dire qu'assez bizarrement, Wong Kar-wai, en fait, au moment où il devient le plus connu du grand public, c'est-à-dire avec In the Mood for Love, c'est le moment en fait où sa carrière commence à tomber dans un creux. Il va avoir cette expérience américaine. Enfin, il y a 2046, alors qu'il va être justement très attendu parce que c'est une espèce de fausse suite de In the Mood for Love, mais qui part sur un autre terrain, donc qui va énormément décevoir une partie du public. Il y a My Blueberry Nights, qui est l'expérience américaine en demi-teinte également. Et puis, il y a ce film très méconnu, qui est The Grand Master, qui pour moi est et là aussi un des grands films de Wong Kar-wai. Je pense qu'avec Les Anges Déchus, c'est mon préféré, et qui pour le coup, alors là, est un film de dingue sur le rapport au temps. Moi, je défie quiconque, à moins de connaître par cœur l'histoire de la Chine dans les années 20 et dans les années 30, je défie quiconque de me dire exactement quand se passent les scènes à l'intérieur de Grand Master. Et je me souviens qu'il y a même un plan, je pense que c'est à la fin, où il y a un raccord de regard à 30 ans de distance entre deux personnages. Où deux personnages se regardent sans se voir et juste par un simple chant contre chant, ils relient le passé, le présent, le souvenir, la mémoire, la nostalgie. Et pour moi, voilà, je dirais un film comme voilà, si vous aimez un peu les arts martiaux et que vous aimez un peu Wong Kar-wai, moi je vous conseille véritablement de vous jeter sur The Grand Master, qui à mon avis est beaucoup plus réussi, alors qu'il a eu plein de problèmes de production, mais qui est beaucoup plus réussi que Les Cendres du Temps. Wong Kar-wai dit parfois que son cinéaste préféré c'est Sergio Leone et que The Grand Master est son hommage à Sergio Leone, cinéaste lui aussi de la nostalgie et du souvenir, en tout cas dans Il était une fois en Amérique et aussi Il était une fois la Révolution. Il était une fois en Ouest, enfin celui-ci quand même. Tout à fait. Et il y a quelque chose effectivement de vertigineux dans le statut de Wong Kar-wai désormais qui, de manière a un fonctionnement industriel un peu kubrickien, quoi, c'est-à-dire un film tous les 7, 8, 10 ans, très peu de films, et qui est devenu un control freak, comme on dit aujourd'hui, mais vraiment là encore kubrickien. Tu parlais de son fétichisme, effectivement, c'est quelque chose qui est absolument manifeste. Dans In the Mood for Love, Maggie Cheung, elle porte 26 robes kipao, toutes identiques, mais c'est un marqueur du temps. C'est ce qui nous permet de comprendre un peu comment est construite l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe à tel moment, et en même temps c'est aussi pour la pure fascination plastique, le pur plaisir pour un cinéaste de filmer Maggie Cheung dans des robes kipao, ces robes cintrées à motifs traditionnels sublimes. Sur Maggie Cheung, c'est d'ailleurs assez bluffant quand on voit le premier film de Wong Kar-wai, As Tears Go By, qui est encore un film qui est encore très marqué par son travail de scénariste, sur des polars et des choses comme ça, où il y a Maggie Cheung donc pour la première fois, mais qui est encore quelque part une... c'est dingue parce qu'en fait en 2 ans, en 88, donc il y a As Tears Go By, en 90 il y a Nos années sauvages, et en 2 ans Maggie Cheung, qui est une jeune fille dans As Tears Go By, devient une femme dans Nos années sauvages, et on a l'impression que c'est plus le même corps en fait. Elle est plus filmée de la même façon, elle a pris une épaisseur complètement dingue, et moi je conseille de regarder ces 2 films là à la suite et vous verrez comment est-ce qu'on fabrique une star en fait. Comment on fabrique une star de cinéma, et de ce point de vue-là, le rapport avec Marlène Dietrich et Van Steenbeek n'est pas totalement, je pense, faux, parce qu'effectivement, il y a vraiment la fabrique d'une star, quoi, véritablement, et fabrique d'une star qui se prolonge, bien évidemment, dans In the Mood for Love, bien évidemment. Et juste pour terminer sur cette idée de contrôle total, en fait, Wong Kar-wai, par exemple, il faut savoir qu'on ne peut pas passer In the Mood for Love en France en ce moment en salle, c'est impossible, parce que Wong Kar-wai, on a racheté les droits. Donc il n'est pas possible de voir ce film, qui est probablement son plus grand film et un film majeur de l'histoire du cinéma. On ne peut pas le voir en salle. Ça dit quand même beaucoup sur un réalisateur. C'est un cas de figure, il y en a eu quelques cas de figure comme ça dans l'histoire du cinéma, mais pas beaucoup. Il y a quelqu'un que je n'ai pas remercié d'ailleurs au début, c'est Simon Pajot, qui est pas très loin de moi et qui va faire circuler le micro. Si vous avez des réactions, des commentaires, si vous voulez nous insulter, faire ce que vous voulez. Insulter, ou non, devenir quand copain. même, plutôt des mots d'amour, quoi. Peut-être. On est tous copains. On a plein de trucs à dire. Ouais, soyez pas timide. Oui, mais je crois qu'on a 1 heure si. Non, il reste encore 15-20 minutes. Il y a pas de. Vous avez encore un peu le temps. S'il n'y a pas de main qui se lève immédiatement, moi je voulais juste te dire, parce que tu as évoqué cette question, sur la question de l'influence. Le cinéma de Wong Kar-wai s'inspirait beaucoup de la publicité et du clip. Et l'influence qu'il a eue, c'est essentiellement sur la publicité et le clip. Il en a fait d'ailleurs aussi. Et il en a tourné. Alors il a tourné des choses un petit peu improbables, parce qu'il a tourné quelques courts-métrages, il a tourné 10 longs, quelques courts-métrages, mais aussi des clips
pour des stars de la cantopop, sachant qu'en Asie et notamment à Hong Kong et ailleurs, en fait, la dissociation entre acteurs, chanteurs, actrices, chanteuses, en fait, est moins nette qu'en Europe. La plupart des acteurs sont aussi des chanteurs. Leslie Cheung, le fameux Leslie Cheung qui jouait dans Nos années sauvages, est décédé très jeune et c'était une star de la chanson, quoi. Et mais Andy Lo aussi. Andy Lo, ils chantent tous, quoi. Je me demande si Tony Leung chante pas aussi. C'est possible. Je suis pas sûr pour Tony Leung, mais et Wong Kar-wai a tourné un certain nombre de clips donc pour des stars comme ça de la cantopop qu'on connaît pas forcément par ici, mais il a tourné aussi, et là c'est un petit peu plus inattendu, un clip pour Gigi Shadow. Là, c'est deux univers qui se rencontrent, en fait, qu'on pouvait imaginer assez peu se rencontrer. Et donc, il a eu une influence sur la publicité, sur le clip. Bien sûr, les deux références, enfin les deux noms qui viennent immédiatement quand on pense à la postérité, c'est Bigan au plus proche et Xavier Dolan évidemment, même si Xavier Dolan se défend d'avoir vu les films de Pedro Almodovar, j'allais dire, de Wong Kar-wai, peut-être, c'est possible, de toute façon il se défend d'avoir vu quelques films. Est-ce que Xavier Dolan reconnaîtra une quelconque influence? Après, c'est notre question. Non. Mais il faut rappeler juste que sa tante est l'une des principales critiques de cinéma au Québec. Donc elle lui a peut-être montré des films quand même. Non, et alors il y a un réalisateur français qui a vraiment disparu des radars. Enfin moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question de savoir ce qu'il était devenu. C'est un cinéaste qui se faisait appeler Siegfried. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un cinéaste voyageur avec des dreadlocks. Et qui a réalisé. Ça sent les années 90. Là, non, mais qui a réalisé. Mais c'est juste après, en fait. C'est au début des années 2000, qui a réalisé un film totalement fascinant qui s'appelle Louise Take Two. Et qui commence à Paris et qui se déroule sur une trentaine de pays. C'est un personnage, une espèce de Titi parisien comme ça, qui est joué par Roche Dizem et qui se balade dans un quartier populaire de Paris, je ne sais plus, puis il décide de partir en Italie, puis il décide d'aller en Europe de l'Est, puis en Inde, puis au Japon. Et puis au Japon, il raconte quelqu'un qui lui dit « Il faudrait que tu donnes quelque chose à l'un de mes amis qui vit au Maroc ». Pouf, en un raccord, on se retrouve au Maroc. Et je trouve qu'il y a la manière Wong Kar-wai qui était un petit peu songée chez Siegfried, plan court, enfin plan bref, caméra à l'épaule, raccord cut, etc. Surexposition volontaire. Mais il y a aussi cette idée que, en fait, le temps et l'espace n'existent plus vraiment. Qu'en un raccord, on peut être de Tokyo à Casablanca. Je vais juste dire une chose, parce que ça revient ici à Travelling, en fait, puisqu'une des éditions précédentes, c'était Travelling Tanger, et nous avions passé un très agréable moment de masterclass avec l'acteur et cinéaste Fawzi Ben Saidi. Et un de ses films, justement, What a Wonderful World, 3W, est un film aussi, voilà, où Wong Kar-wai est là quand même. Je crois que je ne sais plus si on lui avait parlé, mais c'est un film assez marqué par ce cinéma-là. Donc, Tout à fait. Alors je pense qu'un autre héritier français, alors pas dans toute sa carrière, mais sur certains de ses films, c'est Assayas, quoi, quand même. Notamment dans les films où il a fait jouer Maggie Cheung, qui a été sa compagne, si mes souvenirs, à Assayas, et notamment je pense à Clean. Alors c'est ça justement, voilà, qui a une influence un peu diffuse peut-être, mais voilà, ça me semble difficile pour Assayas de filmer Maggie Cheung après Wong Kar-wai et sans prendre en compte ça, quoi. Il l'amène dans Irma Vep, le cinéma de Wong Kar-wai un peu forcément, et peut-être quand Assayas se confronte à Hong Kong dans Boarding Gate, peut-être là aussi il y a quelque chose de ça, même si c'est un film compliqué. Mais avec une actrice un peu moins charismatique que Maggie Cheung, non? C'est Asia Argento. Non, c'est Asia Argento. Ah non, pardon. Il en a pas fait un avec Kristen Stewart? Si, non, bon, je diverge. Vous n'avez toujours pas de questions ou de remarques? Peut-être moi sur les acteurs quand même, parce que moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose chez Wong Kar-wai qui est assez fort, c'est que l'érotisation fonctionne à la fois sur les hommes et sur les femmes. J'avoue que j'ai absolument aucune idée de ses orientations sexuelles, mais par contre je sais qu'il adore autant filmer le corps des hommes que le corps des femmes. Et je pense que peut-être que alors je sais pas, je saurais pas dire quel est son film le plus fétichiste. Mais je trouve que notamment dans Les Anges déchus, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un festival de plans fétichistes sur les jambes, sur les
sur les lèvres, sur les cigarettes, voilà. Et la cigarette est vraiment à la fois l'objet du désir et l'objet du plaisir, quoi, chez lui. Moi, ça m'a toujours frappé. La manière, c'est sans doute un des mecs qui filme le mieux les gens qui fument. D'ailleurs, Ce qui n'est pas bien du tout d'ailleurs, de fumer, mais par contre, Wong Kar-wai le fait très bien. Et ça donne envie de fumer. Je suis désolé, mais on ça n'en donne énormément envie de en fumer. a pas parlé, Erwan et Nicolas, mais le rapport aussi au grand angle, au fisheye, c'est quelque chose qui marque Les Anges déchus, mais ici aussi. Mais grand angle plus longue focale. Donc, Oui, c'est-à-dire une espèce en plus comment dire, de paradoxe à l'intérieur même, puisque le grand angle, normalement, c'est plutôt fait pour filmer en courte focale, pour filmer des paysages. Le grand angle, voilà, c'est pour donner un point de vue un peu bizarre sur le monde. Et là, pour le coup, chez Wong Kar-wai, notamment dans Les Anges déchus, dans Chungking Express, c'est vachement bizarre, parce qu'effectivement, vous avez d'une part ces plans qui sont complètement déformés sur les bords, et en même temps, la profondeur de champ est quand même très, très, très régulièrement effacée par l'utilisation de longues focales, voire de très longues focales. Sauf justement dans Les Anges déchus, où moi je trouve qu'il s'amuse beaucoup. Qui est un film, moi je vous conseille vraiment d'aller voir Les Anges déchus, parce que c'est presque c'est pas la suite, mais c'est presque le double un peu fou en fait de Chungking Express. Et à côté de Chungking Express, c'est un film qui, moi je trouve, est très sage, même s'il est par ailleurs très intéressant, mais je trouve que c'est un film qui à côté est très sage. Et dans Les Anges déchus, je trouve que Wong Kar-wai tente beaucoup de choses, et notamment il tente un peu plus de courte focale et un peu plus de choses comme ça par rapport à ses films précédents. Donc je vous encourage à aller voir. En plus, qu'il y a des surprises dans Les Anges déchus. Regardez bien les lieux, regardez bien les décors, vous allez retrouver, regardez bien les personnages, et vous allez voir qu'il y a tout un tas de liens qui sont créés avec Chungking Express, et qui, moi, je trouve que donne vraiment un côté très intéressant à ce film-là, et en même temps un côté foufou que j'aime beaucoup, moi, et un côté très drôle. Parce qu'il y a des choses très drôles dans Chungking Express, il y a aussi des choses très drôles dans Les Anges déchus. Je pense que c'est peut-être ces deux films les plus marrants, en fait, finalement, même si c'est un humour un peu particulier, mais c'est, à mon avis, les deux films les plus marrants. Tu parlais des acteurs. Il y a effectivement cette régularité de collaboration. C'est quelque chose qui marque le cinéma de Wong Kar-wai, et en même temps que son cinéma nous apparaissait, une génération d'acteurs aussi apparaissait. Maggie Cheung, bien sûr. Tony Leung, bien entendu. Le couple mythique d'In the Mood for Love. Andy Lau. Takeshi Kaneshiro. Et cet acteur japonais, Takeshi Kaneshiro, c'est plus compliqué qui, que du ça. fait de sa biographie... qui est un acteur d'origine japonaise, élevé à Taïwan, et qui a fait sa carrière à Hong Kong. Ce qui explique que dans Chungking Express, vous avez cette scène où il drague Brigitte Lin dans le bar dans la première partie du film, donc avec son impair et ses lunettes de soleil, et il essaye de l'aborder en 4 langues différentes. Il essaye en japonais, il essaye en mandarin, il essaye en cantonais, il essaye en anglais. Et c'est vrai que quand on sait qui est Takeshi Kaneshiro, et que c'est vraiment quelqu'un qui est assez à part dans le cadre du cinéma de Hong Kong, mais même des cinémas d'Asie d'une manière générale, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a cette scène-là. C'est-à-dire que c'est le seul de tous les acteurs qui est capable de s'exprimer dans les 4 langues. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'il l'utilise justement Wong Kar-wai, cette capacité de cet acteur qui est assez particulière, puisque vous savez que le grand problème, c'est que il y a les acteurs qui parlent cantonais, des acteurs qui parlent mandarin, parfois des acteurs qui parlent les deux, mais c'est toujours un peu compliqué la communication même entre Chinois à l'intérieur, même sachant qu'il y a le taïwanais qui est aussi une variante du mandarin qui n'est pas tout à fait pareil que le mandarin de Chine continentale. Donc c'est vrai que Takeshi Kaneshiro, on parle de ville-monde, lui pour le coup c'est un acteur monde, parce qu'il il a vraiment cette espèce de quadruple possibilité linguistique qui, moi je trouve, le rend très intéressant à la fois à regarder, puis c'est un bel homme aussi, donc il est à la fois très agréable à regarder et très agréable à entendre, en fait, cet acteur-là. Mais ça demande un peu, effectivement, de connaître un peu les différentes langues asiatiques, en fait, pour vraiment apprécier son jeu d'acteur. Et juste, Nicolas, ouais. Wong Kar-wai, en 1998, en fait, au Cahier du cinéma, il répond à un entretien, il dit « J'ai eu une sorte de révélation en voyant les publicités des agences immobilières, toujours filmées en grand angle, et qui donnent l'impression que Hong Kong est plus grand qu'en réalité. Je ne suis ni un cinéaste expérimental, ni un esprit rigoureux. Mon travail s'apparente davantage à celui d'un architecte qui, face au mur, derrière, a la possibilité d'installer une fenêtre, de percer une cloison, d'ouvrir une brèche. L'utilisation que je fais du ralenti est pragmatique, c'est un appel à une suspension du flux, une manière de laisser personnages et spectateurs jouir d'un regard, d'une attention à un bruit ou à une lumière. »
C'est Wong Kar-wai qu'il fallait inviter ce soir, en fait. Mais il était venu, mais je crois que c'est il a pris le TGV depuis Paris, puis il y a eu un incident. On a essayé le Skype, mais ça marchait pas. Pour y revenir, les acteurs chez Wong Kar-wai donc sont des stars en fait, des acteurs extrêmement populaires dans toute l'Asie pour la multiplicité de casquettes qui est la leur, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'écran, mais aussi sur scène, en tant que chanteur ou musicien, etc. Effectivement, ce statut un peu particulier de celui de Takeshi Kaneshiro, comme tu viens de l'évoquer, et cette régularité de collaboration aussi fait que chez Wong Kar-wai, malgré la rareté ou la faible fréquence de l'apparition de ces films, on prend plaisir en tant que spectateur aussi à les voir vieillir. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple, entre Chungking Express et The Grandmaster, et Tony Leung était encore tout jeune à l'époque de Chungking Express. Il a vieilli. Il sortait un petit tout peu, juste de À toute épreuve de John Woo. Voilà. Et à l'époque, pour rebondir aussi sur la première question que tu posais, on est tous tombés amoureux de Faye Wong, quoi. Évidemment, celle qui joue Faye, qui travaille en fait dans le snack, qui part en Californie, etc. On a tous été totalement subjugués par cette jeune femme, et puis on a tous rêvé en fait qu'elle s'introduise à notre insu pour s'occuper de notre appartement, mais ça ne pas. Pour moi, ça ne s'est pas produit. Et donc, il y a cette dimension intéressante dans le cinéma de Wong Kar-wai, en fait, qui est qu'on voit vieillir les acteurs. Alors, c'est évidemment bien moins spectaculaire que certaines collaborations légendaires, enfin, je veux dire Truffaut, Léo, etc. Mais il y a quand même cette idée quand même qu'ils évoluent, qu'on évolue un petit peu avec eux. Ces acteurs, pour reprendre l'exemple de Tony Leung, on les voit partout ailleurs. Enfin, bien sûr, on les voit chez John Woo, bien sûr, on les voit chez Tsui Hark, etc. Mais ils ont une place, en fait, qui est peut-être une place plus sublimée dans les films de Wong Kar-wai. Et il y a des acteurs qui sont apparus plus récemment chez Wong Kar-wai. Donc là, on pense par exemple à Zhang Ziyi. Zhang Ziyi qui joue dans The Grandmaster. Et aussi dans 2046. Et aussi dans 2046. Et pour redire à quel point le perfectionnisme de Wong Kar-wai est presque de l'ordre de la folie, ou en tout cas quasi de la maltraitance d'acteurs. On lit beaucoup de choses, beaucoup d'informations plus ou moins légendaires. On ne sait pas trop si ça tient de la rumeur ou pas. Mais il y a cette fameuse scène de combat dans The Grandmaster qui règle un peu une situation nouée. Un combat auquel prend part le personnage joué par Zhang Ziyi, et ça a été tourné dans des conditions de température en fait qui étaient extrêmes. Et on lit qu'il faisait tellement froid en fait que les vaisseaux sanguins des yeux de Zhang Ziyi éclataient les uns après les autres, et que ça à l'image ça ne passe pas. Donc il a fallu lui retoucher le blanc des yeux ensuite en post-production. On entend aussi que l'un des acteurs, alors je ne sais plus lequel c'est, l'un des acteurs de The Grandmaster, le tournage s'étant étalé, la préparation et le tournage s'étant étalé sur un temps tellement long, et qu'il s'est tellement entraîné aux arts martiaux pendant plusieurs années qu'il en est devenu un champion régional puis national. Vous voyez, ça dit un peu ce que c'est que le cinéma de Wong Kar-wai. C'est un cinéma fou dans sa recherche effrénée du perfectionnisme. Il y a quelque chose de très fort aussi à redire là-dessus, c'est ces témoignages-là, et on sait combien la méthode Wong Kar-wai, c'est-à-dire qu'à la fois il n'y en a pas vraiment, et que ça dure, et que des fois les acteurs attendent qu'ils les appellent, donc ils sont là pour le tournage, mais ils tournent encore. Et ça, je pense que un des cas mythiques du Festival de Cannes, c'est l'arrivée de la copie de 2046, c'est-à-dire que ça a failli pour le jour de la présentation du film en compétition, il est arrivé, je crois, en partie, c'est-à-dire que c'était plusieurs bobines, et que c'est arrivé véritablement quelques minutes avant la projection. Il est connu pour ça, hein. Il est connu pour arriver dans les festivals à l'arrache avec les bobines sous le bras. Bon, ça se fait, j'imagine qu'il le fait plus maintenant, mais il était connu, il est connu pour ça. Alors après, moi je me pose toujours la question, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que Wong Kar-wai soit pas quelqu'un qui maîtrise un peu son image de réalisateur.
Je me demande, C'est du noir, quand même s'il n'y a pas une part de jeu justement là-dessus, sur ce côté. Ouais, mais moi de toute façon, je fais du cinéma comme ça. Je prends une caméra, puis je vais tourner dans les rues de Hong Kong, et puis ça y est, c'est marre. Bon, je pense que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais comme beaucoup d'ailleurs de cinéastes d'Asie, dont la spécialité c'est toujours de dire qu'eux, ils ont rien fait, qu'ils sont responsables de rien, qu'ils ont strictement aucun talent, et que de toute façon, faut pas faire attention à ce qu'ils disent. Alors qu'évidemment, que ça soit Kitano, que ça soit Tsuyar, que ça soit Wong Kar-wai, évidemment que quand on regarde leurs films, et qu'on regarde leurs films notamment sur l'intégralité de ce qu'ils ont fait depuis leur début, la cohérence est telle que c'est difficile à imaginer qu'il y ait autant d'improvisation. Je signale d'ailleurs un film très intéressant sur Christopher Doyle par Yves Montmeyer. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment hyper intéressant sur son travail. En fait, comment aussi qui s'appelle j'ai oublié le titre. Citizen Doyle ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors la raison du clash entre Wong Kar-wai et Christopher Doyle, je la connais pas exactement, mais tout ce que je sais, c'est que les deux ont un caractère de cochon. Lisez des interviews de Christopher Doyle, il a un franc-parler qui est absolument incroyable pour un professionnel du cinéma aussi reconnu que lui, et c'est quelqu'un qui mâche pas ses mots, donc j'imagine que ça devait gentiment clasher quand même sur les tournages de Wong Kar-wai, et sur In the Mood for Love qui a l'air d'être quand même bien contre le fric. Je pense que ça devait être assez compliqué pour les deux, je pense, de se supporter l'un l'autre. Sur ce que tu disais, il y a un mystère autour de Wong Kar-wai, effectivement. Il y a une sorte de légende, de mythe presque, avant toute chose entretenu par lui. Voilà, ces films sont de plus en plus rares, comme on le disait. Verra-t-on encore des films de Wong Kar-wai ? C'est quelqu'un qui a 60 ans cette année, donc il a quand même du temps pour faire des films. Il y a plusieurs projets en cours. Quelle est la validité de ces projets ? Existeront-ils un jour ? Mais je dirais presque que on peut se poser une question simple, c'est parmi le cinéma d'auteur international, quels sont les films que l'on attend encore véritablement ? Quels sont les films qu'on attend vraiment ? Avant, on attendait un peu les films. Mais là, quels sont les cinéastes qu'on attend vraiment ? Peut-être on attend le prochain film de Tarantino. Peut-être on attend le prochain film d'Almodovar. Peut-être qu'on attend le prochain film de Lars von Trier. Mais ils sont une poignée quand même peut-être de cinéastes. La subjectivité joue bien sûr. Mais le prochain Terrence Malick. Le prochain, ouais ou pas. Mais si le prochain Terrence Malick, ça fait partie de ces 10-15 réalisateurs dans le monde en fait, super auteurs, dont on attend véritablement les films qui sont en fait les films qui se retrouvent en compétition à Cannes généralement. Et je crois vraiment que Wong Kar-wai fait partie de ces quelques réalisateurs, cette poignée de réalisateurs dont on attend le prochain film avec une certaine fébrilité, une certaine excitation. Et le mystère aussi qu'il entretient parallèlement à cette attitude kubrickienne, parce que j'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot, vient au fait que c'est quelqu'un, vous connaissez peut-être des images de Wong Kar-wai en fait, qui se balade en permanence avec des lunettes Ray-Ban fumées. Donc on ne connaît pas son regard. Et il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits lors de la découverte des premiers films. C'est parce qu'il regarde le monde par l'intermédiaire de ses lunettes, donc il a envie de restituer visuellement ce que ça peut donner. Bon, c'est plus bêtement une maladie oculaire, quoi, enfin une faiblesse oculaire de sa part qui fait qu'il est obligé de les porter en permanence, mais on ne connaît pas vraiment son regard. Son regard, on le connaît dans ses films. On le connaît. Et finalement, on n'a pas besoin de voir ses yeux, puisque son regard, on le connaît quand même. Il y a cette interface du visage, en fait, qui nous est pas familière, qui joue aussi peut-être un petit peu dans le mystère Wong Kar-wai. Tu parlais de la découverte tout à l'heure, Erwan. Pour revenir à ta première question, boucler la boucle. Ouais. Je me souviens parallèlement à la découverte de ces films d'un numéro un peu légendaire des Inrecuptibles. Ouais. Au moment justement de la rétrocession, donc peut-être un tout petit peu avant 97, et il y avait en couverture Wong Kar-wai et un journaliste, je crois que c'était Olivier Joyard, c'était rendu à Hong Kong en fait, et pour rencontrer sur son territoire de vie qui est aussi son territoire de création Wong Kar-wai. Et il y avait quelque chose d'un petit peu exceptionnel, c'était pas nouveau, mais c'était comme si en fait par ces tentatives il voulait renouer avec ce qui a été fait au début des années 80 par les Cahiers, ou encore plus tôt dans les années 50 par les Cahiers. Et là quand Julien Gester va voir Bigan en Chine sur son lieu de travail et de création, ça n'a rien d'original. Mais à la fin des années 90, moi je me souviens que c'était encore marquant que d'aller voir un cinéaste chez lui, parce qu'on avait envie d'en savoir plus sur le contexte de création qui était le sien. Puis renouer avec ce numéro aussi mythique, cette fois des Cahiers du cinéma en 84, Made in Hong Kong. Ouais, mais qui est une période aussi, sans vouloir faire la vieille chose, mais qui est aussi une période pré-DVD, donc c'est-à-dire une période où quand un film hongkongais sortait sur un écran,
soit on le voyait, soit on le voyait pas, quoi. Je dirais, si on le voyait pas, tant pis, on loupait des pans entiers de cinématographie. Et je crois que ça n'a peut-être jamais été aussi marquant que par le cinéma, les cinémas d'Asie. Alors quand je dis les cinémas d'Asie, c'est également le cinéma japonais. Je pense à Kiyoshi Kurosawa, je pense à Kitano, je pense à deux, trois autres auteurs comme ça. Et c'est vrai que et je pense que ça, c'est aussi peut-être notre point de vue un peu ethnocentré qui fait ça. C'est-à-dire que dès qu'on parle de cinéma d'Asie, on a une espèce de sentiment d'exotisme absolu, lié à la langue, lié à la culture, lié au code culturel, et qui a disparu, en fait. Alors qui a disparu, chez moi, au fur et à mesure que je regardais des films d'Asie, et qui, je pense, a disparu aussi parce que, à partir des années 2000, des éditeurs comme Seven Set, par exemple, ont commencé, ou HK, le magazine HK, ont commencé à sortir des tas de choses qui n'avaient jamais été vues par personne, sauf par quelques amateurs de cinéma de quartier dans les années 70, dans des versions affreusement doublées, remontées, censurées. Et là, on voyait enfin les films avec des masters corrects. Et c'est vrai que cette aventure qui consistait à aller chercher des trésors, des trésors cachés de réalisateurs dans des pays plus ou moins reculés du monde, ou dans des pays en tout cas dont les cinématographies n'étaient pas connues, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quelque part, Netflix fait le boulot, quoi. Donc, on n'a plus besoin, nous, d'aller, ou les journalistes des cahiers, d'aller le faire, puisque, Netflix sort des films indonésiens, sort le dernier Quaron, et que la volonté qu'ils ont finalement de se poser en nouveau Miramax, quelque part, et de diffuser ça à des millions de personnes, rend peut-être un peu moins romantique, on va dire, la recherche de ces choses-là. Mais je ne suis pas sûr que ça soit pour le pire, quoi. Mais d'ailleurs, merci dans cette aventure-là, Jean-Pierre Jackson, Christophe Gans et toute cette équipe aussi, toute cette histoire. Boukrieff, parce que moi, je me souviens que Starfix, etc. Cette émission, le cinéma, mon cinéma de quartier sur Canal+, moi j'ai découvert The Blade de Tsuyark sur ce film-là, Jean-Pierre Dionnet. Enfin voilà, moi, Canal+ a été, paix à son âme, anciennement Canal+, a vraiment été une chaîne qui a été, pour la cinéphilie en tout cas, très important, à une époque où elle se préoccupait encore un peu de cinéma. Je crois que Simon est obligé de me couper. Sur cet hommage à Canal+, on va fermer la discussion. Mais merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci de nous avoir invités. Donc voilà, bonne continuation de festival à tout le monde. Et allez voir les autres Wong Kar-wai, si vous les avez pas vus au cinéma, allez vraiment les voir. Je ne sais pas comment sont les masters, mais s'ils sont comme le master de Chungking Express que vous avez vu aujourd'hui, franchement, allez voir ça sur grand écran parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Merci.